Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bon après-midi. L'événement principal de la semaine dans le monde du football, outre la 20e journée du championnat de première division et tous les résultats qu'elle a provoqués, c'est le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe d'Europe, des Coupes d'Europe, qui auront lieu les 6 et 20 mars prochains. Et Bordeaux n'a pas finalement été trop malheureux. Le seul problème, c'est que Bordeaux, une fois de plus, jouera le match aller sur son terrain contre les champions du RSS de Dniepopetrovsk avant d'aller le 20 mars effectuer là-bas un déplacement difficile car, croyez-moi, il n'y fait pas chaud. On se souvient du déplacement de Saint-Étienne contre le Dynamo de Kiev. Mais pour l'instant, nous allons parler football national avec Philippe Houy et Frédéric Jaillant. Un panorama complet de la 20e journée et des 24 buts qui ont été marqués sur 9 stades. Et on commence par le match Marseille-Nantes avec la 15e victoire de Nantes avec un premier but marqué par Victor Ramos sur une belle ouverture de José Touré. Malheureusement, José Touré, lui, sera blessé en deuxième période et Nantes gagnera 2-0 à la suite de ce débordement d'Amis, un centre et un but hebdomadaire d'Ali Lodjic. C'est le 18e qu'il marque depuis le début de la saison. À Bordeaux, 10 minutes de jeu ont suffi aux Bordelais pour prendre l'avantage face à Nancy. Une action de Tigana ponctuée par un tir de la Combe, 1-0 pour Bordeaux. Le deuxième but viendra juste avant la mi-temps à la suite de ce long centre. Superbe, amorti de la poitrine de la Combe. Il tire du pied droit, Martigny est battu 2-0 pour Bordeaux qui marquera un troisième but en deuxième période. Giresse est bousculé dans la surface de réparation. Un pénalty tiré et transformé par Bernard Lacombe qui marque ainsi son troisième but de la soirée, 3-0 pour Bordeaux, qui battra finalement Nancy sur le score de 3-1. Les Nancéiens réduisant l'écart par leur capitaine et meneur de jeu Ruben Umpierrez. Un but que l'on revoit au ralenti a signalé que Chalana, victime d'une rechute et qui devait jouer contre Nancy, est toujours indisponible. Brest-Toulon, un match entre candidats à la troisième place qui a tourné à la confusion des Brestois et un but un petit peu surprenant que vous allez revoir au ralenti. Un coup franc placé le long de la ligne de touche et qui va passer entre le poteau et le gardien Chalery. 1-0 donc pour Toulon. À Metz, sur un terrain toujours aussi difficile, un seul but a suffi aux Messins pour battre Strasbourg. Il est marqué par Deza. Là aussi, on va revoir un ralenti pour constater que le défenseur de Strasbourg, Knapp, commet vraiment une grosse erreur. Il veut donner un retrait. Deza est le plus prompt. En tout cas, il bat Othman et Metz a battu Strasbourg sur le score de 1-0. Dans la série des matchs qui se sont terminés sur le score de 1-0, Lens Racing, vous venez de voir le but marqué par l'autre Ramos, l'Uruguayen Venancio. À l'origine, c'était un match a priori facile pour Lens et à l'arrivée, eh bien, le Racing aurait très bien pu ramener le point du match nul. À Auxerre, face à Laval, c'est Ferreri qui marque le premier but. Superbe grand pont. Il bat Godard, 1-0 pour Auxerre. 3 pannes de courant en première mi-temps. Et la deuxième reprend avec 1 heure de retard, ce qui n'empêche pas Ferreri, à la suite d'une nouvelle ouverture, comme sur le premier but de Perdriau, de marquer un deuxième but, 2-0 pour Auxerre. Mais les Lavallois, profitant d'une petite blessure de Joël Batz, réduiront l'écart à la suite de ce tir que vous allez voir tout de suite, signé Fauché. Mais finalement, Auxerre a donc battu Laval sur le score de 2-1. Nantes, Toulon, Lille est la troisième équipe donc avec les deux premières à avoir remporté un match à l'extérieur. Le premier but en deuxième période à la 49e minute à la suite de cette action, un tir de Guyon, une balle mal contrôlée par Moutier et c'est Savic qui marque le premier but de Lille donc face au Paris Saint-Germain. Tout s'est joué donc dans la deuxième période. Le deuxième but va être réussi à la suite d'un centre de Thomas. Un but superbe, une belle tête plongeante de Medic, 2-0, 2 buts en 5 minutes. Les Parisiens sont un petit peu KO et ils le seront davantage encore à la 72e minute à la suite de cette action. Cette fois-ci, c'est Garcia qui va se trouver à la réception d'un centre de Guyon. Garcia qui marque un superbe troisième but, 3-0. Les Parisiens réagiront bien en fin de partie, mais il sera beaucoup trop tard. Le centre est de Guillochon.
la tête de Lantier et c'est Suzic qui prolonge 3-1. Paris reviendra même à 3-2 à la suite d'un centre de Luis Fernandez. C'est Rocheteau qui marque. 3-2 donc pour Lille. À Bastia, Toulouse a passé une très mauvaise soirée. Le premier but Bastia est marqué par Meyer après 17 minutes de jeu. Bergerot est battu à 1-0 donc pour Bastia. Le deuxième but Bastia arrive 8 minutes plus tard. Il est marqué par Solsona. Un remarquable tir que voici des 20 mètres. Bergerot est de nouveau battu 2-0 pour les Bastia qui marqueront leur troisième but juste avant la mi-temps. À la suite de ce centre, une reprise de la tête au deuxième poteau de Ferrigno. 3-0 devant Bastia, pour Bastia devant Toulouse. C'est le score à la mi-temps et finalement 4-0 à la suite de ce nouveau but marqué par Ferrigno. Tours Monaco est un but assez rare, un corner direct de Bruno Bellone face à Tours. On croyait à ce moment-là que Monaco allait se ressaisir après son début de saison K1K. Et finalement, c'est l'Estache qui égalise d'un point cul juste avant la mi-temps. Et finalement, ce sont les Tourangeaux qui vont garder le sourire car ils vont réussir à remporter ce match 2-1 grâce à un but signé Furlan. Après cette 20e journée qui se terminera cet après-midi avec un Sochaux-Rouen en capitale pour les deux équipes, pas de changement en ce qui concerne les trois premiers du classement. Montée de Lens, légère chute du Paris Saint-Germain, de Brest et de Monaco dans la première moitié du tableau. Et dans la deuxième, le Racing est toujours bon dernier. Les Parisiens vont guetter le résultat de ce match Sochaux-Rouen, d'autant plus qu'ils recevront Sochaux vendredi au Parc. 7 équipes se tiennent en 2 points, de Sochaux à Rouen justement. Et là, c'est une zone dangereuse où il y a quelques équipes qui étaient parmi les grosses équipes au début de saison, notamment Strasbourg et Toulouse. Pour les buteurs, Ali Lodzik a marqué son but hebdomadaire, vous venez de le voir. Apparition de Bernard Lacombe en tête du classement français après son hat-trick contre Nancy. Bernard Lacombe en route maintenant, après avoir franchi le cap des 200 buts, vers le cap 250 buts. En ce qui concerne la deuxième division, la lutte est acharnée dans les deux groupes, que ce soit dans le groupe A ou dans le groupe B, même si dans le groupe B, Nice s'est légèrement détaché. Nous allons voir 2 rencontres, Mulhouse-Angers, le carton du jour dans le groupe A, et Lyon-Grenoble, avec un petit réveil des Lyonnais de Robert Herbin dans le groupe B, avec Bruno Fuchs. De leur déplacement dans l'Est, les Angevins craignaient la neige. Eh bien, ils ont été véritablement ensevelis par une avalanche de buts mulhousiens. Le premier est d'Eriksen, le deuxième d'Assad de la tête. À la mi-temps, vous allez voir 2-0, jusque-là rien d'anormal, mais dès le début de la deuxième mi-temps, Tirlois, le stopper, est monté sur ce corner. C'est lui qui marque le troisième but, il n'est pas monté pour rien. Le quatrième but mulhousien va arriver tout de suite. Il va être tiré par le capitaine Bernardet sur coup franc en pleine lucarne. Beaufreton en a déjà pris 4, le gardien d'Angers. Et le cinquième, il va être signé à nouvelle fois par Assad. Assad qui revient bien après une blessure en début de saison, pardon. Le sixième but va être marqué sur cette occasion par Zemb. À 24 ans, Zemb semble avoir acquis sa place dans l'équipe de Mulhouse. Le septième but par Mansouri, par Fauzi, un des deux frères Mansouri. Voilà, c'est le septième. Le huitième à nouveau par Zemb. Zemb qui va reprendre ce centre d'Assad. Et Assad qui va se faire un tout petit plaisir ici en mettant son hat-trick. Troisième but de Assad et but de la tête. Voilà, 9-0. Les Angevins se rappelleront de leur passage dans l'Est. Dans le groupe B, il y avait un match intéressant, à défaut d'être au sommet, celui de Lyon face à Grenoble. Premier but de Boki. Une première fois, la défense grenobloise a laissé jouer les Lyonnais. Les Lyonnais qui jouent quand même, il faut le rappeler,
avec de très bons joueurs, Zambelli, Lacuesta, Larios, Ferry, Bocchi et encore Rouillet. Bocchi qui va inscrire le deuxième but lyonnais, voilà 2-0. Victoire des Lyonnais. Et dans le groupe A, a signalé la belle victoire du Havre à l'extérieur à Valenciennes grâce à un but de Milosevic. Au classement, Mulhouse, que l'on vient de voir cartonner, est leader. À 1 point suit le Havre. La belle série continue pour les joueurs du HAC. À 2 points, Rennes et Orléans. Et à 3 points, Guingamp. Dans le groupe B, un but par mi-temps pour Nice, but signé Meige et Dominguez. Sévère défaite de Cannes au Puy grâce à 3 buts de l'ailier gauche de cette équipe du Puy qui a battu pratiquement tous les leaders au Puy. C'est Lemonnier qui a donc marqué 3 buts contre Cannes. Saint-Étienne s'est imposé grâce à des buts de Ribard, Diart, Mila et Gilles. Et Saint-Étienne remonte au classement puisque les Stéphanois ne sont plus maintenant qu'à 2 points de la deuxième place de ce groupe B. Nice est toujours leader. À 3 points suit Montpellier. À 4 points Nîmes et Thonon. Et à 5 points Saint-Étienne et Cannes. En ce qui concerne le football international, maintenant, il y a eu ce mercredi les huitièmes de finale retour de la Coupe de l'UEFA. Vous savez, cette coupe qui a un tour de plus que toutes les autres. Et il y a eu des matchs super. Nous allons vous en montrer 3, à commencer par la rencontre entre le Real Madrid et Anderlecht qui s'est déroulée au stade Santiago Bernabéu. Et dès la 3e minute, but pour le Real, qui avait été battu 3-0 à Bruxelles, but signé Sanchis. Munaron est battu pour la première fois. Le gardien de but des leaders du championnat de Belgique va passer une bien inconfortable soirée. 16e minute, Butragueño, de la tête également, pleine lucarne, 2-0. En un quart d'heure, les Madrilènes ont presque refait la totalité de leur handicap sous le sifflet de M. Vautreau qui dirigeait cette rencontre et que l'on voit au premier plan. Le 3e but va arriver à la 29e minute, signé Valdano, comme à l'entraînement. Et les deux équipes sur l'ensemble des 2 matchs étaient à égalité. Réaction des leaders du championnat de Belgique, finaliste de cette Coupe de l'UEFA l'an passé, victorieux il y a 2 ans. Freeman marque et la marque est alors, après 34 minutes de jeu, de 3-1. Elle sera de 4-1 à la mi-temps après ce 2e but de Valdano. Les Madrilènes menant donc par 4 buts à 1. 2 nouveaux buts en 2e mi-temps. Le premier signé Butragueño, un superbe tir à la 47e minute. Et à la 50e minute, la messe sera dite après un nouveau but de Butragueño. 6-1. Personne vraiment, après le match aller au Parc Astrid, n'envisageait un tel retour des Madrilènes, toujours très dangereux en Coupe d'Europe à Santiago Bernabéu. 6-1. L'Inter recevait Hambourg, c'était un autre match au sommet. Une main indiscutable de Schröder, ici. L'arbitre, M. Hackett, siffle le pénalty et pourtant Altobelli avait marqué. Heureusement, Brady transforme ce pénalty. 1-0, l'Inter a battu Hambourg. Dundee United maintenant contre Manchester United, avec un premier but signé Hughes pour Manchester United. Ce fut un match magnifique entre ces Anglais et ces Écossais. Manchester United jouant cette fois-ci en blanc parement en bleu, ouvrant donc la marque à l'extérieur. 14 minutes plus tard, égalisation de cette équipe de Dundee qui petit à petit fait son chemin dans le Gotha européen. Égalisation de Dodds, 1 partout. Les deux équipes avaient fait match nul à l'aller à Manchester United et là, contre son camp, McGuinness donne l'avantage à Manchester United. Ce sont des choses qui arrivent. Hélas, en Coupe d'Europe, cela se paye comptant. Égalisation encore une fois pour Dundee grâce à Egarty, 2-2. Et c'est finalement Muren, le néerlandais, qui à la 77e minute va donner l'avantage à l'équipe de Manchester United. Avantage et qualification grâce à un but magnifique. Muren prend peut-être de l'âge, mais il reste toujours un super footballeur. Des Coupes d'Europe que l'on retrouvera maintenant au printemps, puisque je vous l'ai dit au début de ce téléfoot, 6 mars, match aller des quarts de finale et 20 mars, match retour. Un joueur français jouait à Auxerre la saison passée et maintenant il n'est plus tout à fait français, en tout cas il ne joue plus à Auxerre. Je laisse le soin à Philippe Huy de vous le présenter. Bonjour,
Vous ne me connaissez pas et pourtant j'ai un point commun avec Didier Six et Michel Platini. Et oui, comme eux, je joue à l'étranger, vous me connaissez probablement moins. Je joue à l'Espagnol de Barcelone et je m'appelle Miguel Pineda. Et il réussit même plutôt bien si l'on en croit la presse espagnole qui en a déjà fait une vedette. Normal, c'est un avant-centre, c'est-à-dire un monsieur qui doit marquer des buts, et ça, c'est aussi recherché en Espagne qu'en France. Sa réussite, bien sûr, se traduit par des buts, mais aussi par des faits. Au début de la saison, il ne faisait pas partie de l'équipe, et après 5 matchs, l'Espagnol de Barcelone était 18e sur 18. Pas vraiment la joie. Zorro est arrivé sans se presser. Le grand Zorro, le beau Zorro. La comparaison est audacieuse et pourtant Pineda c'est vraiment Zorro. Son premier match il le joue contre Bilbao, le champion d'Espagne, et regardez ce qu'il fait. Un contre, 2 adversaires dans le vent, un tir superbe. Zubizarreta est battu, l'Espagnol remporte son premier match 1-0, un but donc de Pineda. Coup de chance, pas sûr, la preuve, deuxième match de Pineda contre Santander et là, nouveau tabac. Cette fois, Michel réussit le coup du chapeau, un premier but plein d'audace de la tête. Le geste et le réflexe de l'avant-centre, c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il va montrer encore sur le deuxième but, même si ce n'est pas sur celui-ci qu'il a le plus peiné. Et oui, il ne faut rien laisser traîner quand Pineda est dans le coin. Remarquez, il ne se débrouille pas mal non plus avec des ballons plus difficiles. Contrôle, pivot, reprise du gauche et 2-3 et deuxième victoire aussi de l'Espagnol. J'ai eu la chance de jouer les premiers matchs, j'ai marqué quelques buts et c'est resté comme ça. Bon, mais si il y a un très bon joueur et à tout moment, je sais que si je fais une cagade ou il y a un match 2-3 matchs qui sont pas trop bons, je pourrais sauter. Bon, mais je m'accroche et j'essaie de faire le mieux possible. Et le mieux n'est pas mal, troisième match de Michel contre le Real de Madrid. Cette fois-ci, l'Espagnol ne gagnera pas, mais Michel, lui, marquera un nouveau but. Ce sera le 5e. À ce moment-là, il devient 2e au classement des buteurs. Sa réussite lui vaut aussi une sélection. Malheureusement, ce sont les Espagnols qui le sélectionnent. Adieu donc aussi à l'équipe de France. Miguel Pineda, là vous avez un beau maillot, mais vous n'avez pas hésité avant d'accepter ce maillot de la sélection espagnole? Non, je n'ai pas hésité parce que bon, c'était la première fois qu'on m'appelait dans une sélection nationale, en plus en Espagne. Non, pour moi c'est un honneur et je suis content d'avoir choisi. Belle réussite, mais tout de même un petit regret car cette réussite a été préparée à Auxerre. Michel y a été stagiaire 3 ans. Il a même joué quelques matchs avec les pros. Malheureusement, Giroud ne lui a jamais fait totalement confiance. Même si, pour son premier match en France, là aussi, il avait réussi un but. Bordeaux et Delachée s'en souviennent encore. Chez nous, il venait derrière Zarmac, Garande, Cantona et Ferrer, ce qui lui bouchait un petit peu l'horizon. Et puis il y avait un côté sentimental et mystique. Son père a été tué sur une route d'Espagne et il tenait absolument à jouer en Espagne à la mémoire de son père. Je pense qu'aucun entraîneur ni aucun dirigeant n'a le droit de s'opposer à un vœu semblable. C'est vrai qu'il était difficile de s'opposer au désir de Michel, lui qui était né en France un petit peu par hasard. Ses parents avaient dû quitter l'Espagne avant qu'il ne soit né pour pouvoir soigner son grand frère gravement malade dès la naissance. Malheureusement, les médecins français, eux non plus, n'ont pas pu le sauver. Et la mort de ce frère, ajoutée à celle de son père, c'est probablement aussi l'explication de la passion de Michel pour l'Espagne. Moi, avant tout, je voulais revenir en Espagne, je voulais revenir aux sources, revenir sur la terre de mes parents. Et puis bon, c'est tombé sur Barcelone, mais je suis content d'être en Espagne. Vous êtes né en France, vous avez vécu 20 ans en France, et finalement vous vous sentez plus espagnol que français. Oui, peut-être que le fait de ce qu'on m'a appris à l'école, ce que j'ai vécu à l'école n'a pas eu autant d'importance que la mentalité de mes parents ou la mentalité des gens que j'ai connus ici sur un mois de vacances. Puis bon, moi je voulais revenir en Espagne et ça m'a toujours attiré. Sentimental, Michel aime beaucoup cette chanson de Michel Sardou où il retrouve un petit peu sa vie. Une très vieille femme en noir illuminait pour moi une maison tout en pierre que la mer a rongée.
Le cheval, il y reviendra plus tard. Aujourd'hui, Michel a encore tout à faire sur un terrain, même si sa réputation est déjà bien établie. C'est un jeune avançant d'avenir et j'espère qu'il va faire de très bonnes choses ici au championnat d'Espagne. ¿Qué piensa usted de Miguel? Je crois que c'est un joueur très intelligent et pour le comparer à un Français, je dirais qu'il ressemble à Lacombe, mais il est plus buteur et peut-être aussi plus rapide et plus puissant que Lacombe. Je laisse à Lacallier la responsabilité de la comparaison, mais après ce que Lacombe a réussi vendredi soir, c'est plutôt flatteur. C'est vrai aussi qu'un des atouts de Pineda, c'est la puissance. Il a des cuisses extraordinaires et un gabarit qui lui permettra de se faire respecter rapidement, même si avec 1m82 et 80 kg, il n'est pas arrangé dans la catégorie des monstres du type Roubèche. Lui, ce serait plutôt le bison. Il fonce, il déménage. Son seul souci, en fait, c'est le but. Il arrive que ça rate, alors là, il gronde et il repart pour une autre charge. Il lui arrive même de jouer au plus malin. Vous le voyez, il a vraiment tout du bison, y compris le côté bison futé. Sa principale qualité reste tout de même d'être un grand chasseur de buts. C'est ce qui permet d'ailleurs à l'Espagnol de Barcelone d'être toujours qualifié en Coupe d'Espagne grâce encore à un but de Pineda. Même chose en championnat. Pour réussir, l'Espagnol aura bien besoin des buts de Michel qui exploite vraiment tous les ballons. Là, il se place et il marque. Malheureusement, celui-ci, marqué contre Malaga, ne sera pas comptabilisé. L'arbitre le lui a refusé. Dommage, mais à 20 ans et demi, ce n'est pas trop grave. Il aura encore l'occasion de faire parler son tempérament. Ici, c'était Michel Pineda. De l'autre côté des Pyrénées, c'est Miguel Pineda. Mais de toute façon, ce reportage de Philippe Pouille l'a prouvé, c'est un garçon super attachant. Nos affectueuses félicitations à M. Jean Sadoul, qui a été réélu hier président du groupement, et puis un au revoir sympathique au président Fernand Sastre, qui va quitter définitivement la Fédération de football cette semaine. C'est samedi prochain, en effet, que sera élu son successeur, alors que ce soit M. Favre ou M. Fournet-Fayard, peu importe, mais surtout que l'esprit de cette fédération, cet esprit orchestré par Fernand Sastre jusqu'à ce samedi, demeure. Avant de nous quitter, quelques revues. Tout d'abord, le numéro spécial de 11 qui retrace l'année merveilleuse de l'équipe de France, les 12 matchs sans défaite, 12 matchs, 12 victoires, numéro spécial hors série de 11. La Beaujoire Foot Info avec Poulain au sulky, c'est le journal du Football Club de Nantes, le leader du championnat, un journal qui est vendu à chacun des matchs de la Beaujoire, un magazine très intéressant pour ceux qui sont les supporters des Canaries. De la bande dessinée, la merveilleuse aventure des Bleus de Michel Hidalgo, de Roland-Philippe Chattard et Claude Goérel, une très belle bande dessinée pour les jeunes et les moins jeunes qui retrace aussi l'aventure d'Hidalgo, de Platini et des Bleus. Pour les supporters du Football Club de Sochaux-Montbéliard, ils sont nombreux et de toutes les générations, ce livre de Gilbert Baudouin aux éditions Horvat, l'histoire du FC Sochaux-Montbéliard, un des clubs les plus titrés et les plus sympathiques de France. Et enfin, j'ai gardé pour la bonne bouche un monument, il est maintenant en 2 volumes, la fabuleuse histoire du football de nos amis Thibert et Rétaker aux éditions Odile. 2 gros volumes, vous le voyez, il y a de quoi lire, il ne faut pas que ça vous tombe sur le ventre, mais enfin, il y a tout ce qui concerne le football, des origines à nos jours. Premier tome des origines à la Coupe du Monde 66, deuxième tome, celui-ci, de 1967 à nos jours. Bon vent à cette nouvelle réédition du volume Thibert Rétaker. Voilà, ce téléfoot est terminé, une demi-heure s'est vite passée, mais je crois que le président Bourges s'occupe de nous. Nous aurons plus de temps en 1985. Merci pour nous, président, et à la semaine prochaine pour un futur numéro, ce sera le dernier avant la trêve, de téléfoot. Bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.
Au sommaire aujourd'hui, coup de foudre pour Starsky qui file le parfait amour avec Rosé Maloun jusqu'au jour où il découvre sa véritable identité. Suspense dans Starsky et Hutch dès 13h25. Curling, tennis, tiercé et en direct de Grenoble, à l'initiative de Jean-Michel Lelio, le défi TF1 RMC avec les meilleurs pilotes de